Merci de rester fidèle à Walfadjri. Merci à la rédaction pour cette édition. La page magazine à présent. Le reportage du jour va porter sur l'école, les élèves et étudiants de Mbour qui implorent la magnanimité des enseignants et les prient donc de mettre fin à leur grève et à rejoindre les classes. Nous irons à Mbour retrouver Thierno Dafa. Nous parlerons également de l'école et de l'éducation au Sénégal, ses difficultés et des solutions proposées par certains acteurs. Notre invité, Amadou Yourissal, le coordonnateur du mouvement Badiordo, le mouvement donc qui s'active aujourd'hui pour le financement de l'éducation des enfants. Nous saurons tout à l'heure de quoi ça retourne avec lui. Et la revue de la presse qui revient sur la concertation du chef de l'État. Pourquoi Macky peine à dialoguer avec l'opposition? Les journaux reviennent ce matin sur cette question. Mais tout de suite, nous allons à l'étranger pour voir l'actualité internationale. Au Burundi, au moins 3 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées dans des attaques à la grenade. Au Rwanda, les pluies ont provoqué des glissements de terrain dans différentes parties du pays. 500 maisons également ont été détruites. Le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé a repris à la Cour pénale internationale après plusieurs semaines d'interruption. Et puis en Belgique, le procès des terroristes de Vivier s'ouvre ce lundi sous haute surveillance policière à Bruxelles. Un récit signé Khadisila. Nous démarrons l'actualité internationale au Burundi. Au moins 3 personnes ont été tuées et une vingtaine blessées dans plusieurs attaques à la grenade qui se sont succédées depuis vendredi à Bujumbura. Hier dimanche 8 mai à 21h, une personne a été tuée et 5 autres blessées, dont une grièvement par l'explosion d'une grenade dans un bar de Buiza, un quartier populaire dans le centre de Bujumbura, a annoncé un officier de police sous couvert de l'anonymat. Ce bilan et ces attaques ont été confirmés ce lundi 9 mai par le maire de Bujumbura, Frédéric Mupimpa, qui a confirmé ces attaques terroristes. Au Rwanda, dans la nuit du 7 au 8 mai 2016, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain dans différentes parties du Rwanda, entraînant des pertes de vies humaines et des destructions. 49 décès ont été enregistrés, a indiqué le gouvernement rwandais dans un communiqué. Le district le plus touché est celui de Gagenke, dans le nord du pays, où 34 personnes ont été tuées. Les autres districts concernés sont ceux de Mwanga, Rubavu et Ngorongoro dans l'ouest. Dans tout le pays, au cours du week-end, plus de 500 maisons ont été complètement détruites et diverses sections de routes sont inutilisables. Après plusieurs semaines d'interruption, le procès de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé à la Cour pénale internationale reprend ce lundi 9 mai. La nouvelle session qui durera 2 semaines sera l'occasion d'entendre de nouveaux témoins de l'accusation qui en ont déjà présenté 5 lors de la première partie du procès. Ce 6e témoin doit être au sujet de 85 documents, dont certaines vidéos. Son identité n'a pas été dévoilée à l'exception de Sam l'Africain. La plupart des témoins étaient cependant des victimes de la crise. Nous terminons l'actualité internationale en Belgique où le procès des terroristes de Verviers s'ouvre ce lundi sous haute sécurité à Bruxelles. 16 prévenus sont poursuivis pour avoir planifié des attentats en janvier 2015. 7 d'entre eux seront présents devant le tribunal correctionnel. Les 9 autres sont en fuite probablement en Syrie. Le groupe de Verviers avait un leader présumé, Abdelhamid Abaou, mort dans l'assaut policier à Saint-Denis 5 jours après les attentats parisiens. Merci à Hadi Silla. À présent, le reportage du jour. Les élèves et étudiants de Mbour qui implorent à la générosité des enseignants. Il les prie de rejoindre les classes. C'est pour mettre fin également à la grève. Voici la correspondance de Thierno Dafa. Pour une pacification de l'espace scolaire, les élèves et étudiants de Mbour implorent la magnanimité des enseignants et les prient de rejoindre les classes au plus vite. Nous demandons à tous ces acteurs-là de se dire dans la tête qu'ils sont d'abord des citoyens sénégalais. Ils sont des patriotes. Ils doivent miser pour le devenir du Sénégal. Et le devenir du Sénégal est l'éducation. Les jeunes doivent aller dans les classes, faire leurs cours tranquillement. Les professeurs doivent cesser le bras de fer qui existe entre eux et le ministère. Le vrai perdant, c'est les étudiants. Le vrai perdant, c'est les élèves. Et nous avons droit à l'éducation. Prière pour qu'ils cessent ce combat qui ne mène absolument à rien.
Invité spécial de la manifestation des potaches, le directeur général de l'ADM a adressé une cinglante réponse à ses collègues magistrats qui avaient tiré à boulet rouge sur lui. Ça n'a rien à voir avec des aspects juridiques ou juridictionnels. Le communiqué, moi je crois que ça c'est un point de vue d'un groupe de personnes. Ce n'est pas l'ensemble des magistrats, mais c'est quelques magistrats qui ont jugé que un magistrat, même en disponibilité, en tout cas afficher ses engagements politiques. Moi je crois le contraire. Je considère que en tant que magistrat en disponibilité, qui a encore 5 ans de disponibilité, ça veut dire sortie provisoire d'un corps. Actuellement, je peux aller pêcher, je peux aller à l'étranger, je peux vendre du caf, je peux faire tout ce que je veux parce que je suis sorti provisoirement du corps pendant 5 ans. Et notre préoccupation, nous, vraiment, ce n'est pas de s'attarder sur ce communiqué. Vous nous avez vu sur le terrain, notre préoccupation, c'est d'être proche des populations, d'essayer de tout faire pour répondre à leurs préoccupations, d'être proche des populations dans la santé, dans l'éducation, dans le social. C'est ça notre préoccupation. Les élèves et étudiants de Mbour et le directeur de l'ADM étaient en mobilisation sociale au lycée Demba Diop. Mbourguet, radio-télévision Walfadri, Thierno Daf. Thierno Daf, merci et nous restons avec l'école puisque notre invité est Mamadou Yurissal de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il est le coordinateur du groupe de recherche Badiordo. Monsieur Mamadou Yurissal, bonjour. Bonjour, Ousmane. Voilà, nous avons tout à l'heure parlé de l'école avec ce reportage de Mbour où les élèves et étudiants demandent aux enseignants de rejoindre les classes pour sauver l'année. Quelle est votre réaction tout de suite par rapport à cette situation difficile de l'école? Je comprends très bien, Ousmane, la demande des étudiants et des élèves. Effectivement, nous sommes au XXIe siècle. Le savoir au centre et au cœur de tout. Tout être humain qui n'a pas de connaissance ne fait pas partie de la société du XXIe siècle. Donc il faut faire tout pour que les élèves aient le nécessaire en ces termes, en termes de savoir et de connaissance. Maintenant, il faut voir quelles sont les causes et essayer rapidement de résoudre le problème. Mais je pense que ça, c'est assez superficiel. Demander à rentrer, à retourner aux classes, mais il faut avoir ce qu'il faut. Il faut avoir les meilleures conditions d'apprentissage. Et là, si on y retourne, on gagne. Mais retourner pour retourner, chose. Et là, c'est dans ce sens que vous avez organisé une rencontre à Saint-Louis. Et c'était pour réfléchir également sur des pistes de solutions par rapport à cette crise. En quoi se résument aujourd'hui les pistes que vous avez dégagées pour une solution structurelle? Oui, Ousmane, tout le monde a entendu notre gouvernement, nos autorités dire qu'ils ont atteint leurs limites. Ils ne peuvent pas aller au-delà des ressources qu'ils ont mises dans le secteur éducatif. Nous sommes dit, nous n'avons rien encore par rapport à ce qui nous reste. 82% de la population sénégalaise n'a pas dépassé le niveau élémentaire. 3% seulement de cette population est diplômée du supérieur. Vous voyez ce qui nous reste à parcourir. Or, notre État, notre gouvernement nous dit que j'ai atteint les limites, je ne peux pas dépasser. Presque toutes les recettes vont dans le secteur éducatif. Donc, halte parce qu'il y a les critères de convergence de l'UEMOA. Et nous aussi, nous avons des partenaires, les bailleurs de fonds, qui nous interdisent d'aller au-delà. Or, il nous faut encore au moins plus de 30% de diplômés du supérieur. Il nous faut au moins, comme les autres, amener une génération à hauteur du bac à 80%. Nous sommes loin de tout cela. J'ai dit 82% de la population sénégalaise n'a pas dépassé le niveau primaire. C'est gravissime, Ousmane. L'ignorance est là, palpable, partout, et on nous dit qu'on n'a pas de ressources. Pour cela, le groupe Badiordo a proposé à la table ronde, c'est Modou Mbodj, le coordonnateur de M23, qui nous a fait une exposé vraiment magistrale en nous disant effectivement le gouvernement fait beaucoup d'efforts, mais c'est loin d'être suffisant. Il y a d'autres pays qui font plus. Il faut plus de 6% du PIB. Nous avons demandé 10% du PIB pour le secteur éducatif, tout compris, du PIB. Et je dis, il faut la contribution de tous les Sénégalais. Nous avons demandé 1% de chaque salaire, que les salariés acceptent une contribution citoyenne pour le développement de l'éducation. 1% de chaque salaire. Pendant 5 ans, on va résorber le gap. Mais pourquoi l'éducation doit être une priorité des citoyens alors que ce n'est pas une priorité des autorités, puisque vous avez dit qu'ils ont connu des freins au moment où les gens s'attendaient à plus? Oui.
encore une priorité comme il faut. Les ambitions ne sont pas à la hauteur des besoins. Je vous dis, je termine les propositions. On demande 1% de contribution citoyenne pour le développement de l'éducation de chaque salarié, de chaque travailleur. Mais on demande aussi aux entreprises de contribuer à hauteur de 0,25% de leur chiffre d'affaires pour que l'éducation soit développée. Et là, on va résorber le gap infrastructurel. Il n'y aura plus d'abris provisoires, il n'y aura plus d'amphi bondés, il n'y aura plus de classes surchargées, il n'y aura plus de demandes d'enseignants, il y aura moins de vacataires et de contractuels. C'est ce que nous voulons, arriver à un équilibre. D'ici 2020, on peut y arriver si chacun y met son effort. Si on arrive maintenant, on va essayer de voir autre chose. Mais il faut assez d'infrastructures, il faut assez d'enseignants. Ce sont des intrants indispensables. On n'y peut rien. Il faut assez de classes, il faut assez d'enseignants. Oui, parce que dans ce sens, on a vu toujours les abris provisoires qui ne militent pas en faveur de... Et c'est ça la honte. Nous voulons, d'ici 2020, éradiquer tout ce qui est l'abri provisoire. Ça, l'appel d'Endar, l'appel de Saint-Louis, c'est ça. Œuvrons pour que d'ici 2020, qu'il n'y ait plus d'abri provisoire, qu'il n'y ait plus d'université provisoire. Souvenons-nous, les 3 universités ouvertes par le régime passé sont encore provisoires, ne sont pas encore développées. Il n'y a même pas d'abri à l'université de Thiès. Ils n'ont rien, ils ont tout loué. Il y a deux recteurs aussi qui attendent leur université. Oui, oui. Et je vous dis là, ils ont promis octobre 2016, il n'y aura pas d'une nouvelle université octobre 2016. Ça, je vous le garantis, il n'y en aura pas. Ils ont dit partout qu'en 2016, rentrée, il y aura 2 nouvelles universités. Il n'y en aura pas. Donc il n'y a pas un amphi supplémentaire depuis 3 ans. Et vous voyez, or, on a de plus en plus de bacheliers. Ça augmente de 11% chaque année. Les gosses qui ont 7 ans augmentent de 2,7% chaque année. Donc on doit avoir au moins 300 classes à construire chaque année supplémentaires, plus des amphis. On doit recruter. Et on nous bloque maintenant, même le recrutement des enseignants. Or, notre société doit être une société de savoir. Notre société doit être une société du savoir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, devant toutes ces difficultés, le SAES a suspendu son mot d'ordre. Est-ce que ce sont les questions académiques qui intéressent ou bien c'est les indemnités qui président? C'est ça souvent qui pose problème. Ce sont des problèmes artificiels par rapport aux problèmes réels. On peut satisfaire l'ensemble des revendications des enseignants, mais le problème va demeurer entier. Tant qu'on n'a pas assez d'infrastructures, c'est structurel. Tant qu'on n'a pas assez d'infrastructures, tant qu'on n'a pas assez d'enseignants, on ne va pas quand même réduire l'ignorance, repousser les limites de l'ignorance du Sénégal. Avoir au moins 50% qui dépassent le niveau élémentaire, c'est ça notre vision. Ce n'est pas essayer de vraiment satisfaire la demande des enseignants et des acteurs. Il faut aller au-delà de ça. Ça, c'est nécessaire. Il faut motiver l'ensemble des acteurs. Il faut qu'ils soient motivés. Tout enseignant a vocation de bien enseigner, de distribuer la connaissance. Ce n'est pas un métier comme les autres. Forcément, quand on est en classe, on veut faire réussir. Par la force des choses, c'est humain. Maintenant, il faut assez de moyens. Le gouvernement a atteint ses limites, disent-ils. Nous devons aller au-delà, nous. Et ce que nous avons demandé, d'ici 5 ans, si le Sénégal accepte, peut permettre au moins de rééquilibrer sur le plan infrastructurel l'offre par rapport à la demande. Et maintenant, on va essayer de voir autre chose, la qualité et les meilleures conditions d'apprentissage des étudiants et des élèves. Parce que ce n'est pas le premier appel, ce ne sera pas la dernière trouvaille aussi. Beaucoup ont mené des recherches à l'image de Badiordo et d'autres ont mené des recherches. Mais aussi le suivi pose toujours problème. Est-ce que c'est un appel qui sera entendu comme il le faut? Parce que oui, je pense que cette fois-ci, la communauté universitaire de l'UGB, mes collègues de l'UGB sont déterminés. Même si c'est eux, tout simplement, qui vont prélever de leur salaire 1% chaque mois, ils vont essayer au moins. Il y a des abris provisoires autour de nous, il y a des collèges provisoires autour de l'université Gaston Berger, il y a des écoles primaires provisoires autour de l'université. Au moins, nous allons montrer l'exemple. Nous allons au moins construire quelques classes. Donc, ce n'est pas une société civile active, mais une société civile actrice qui participe à l'action, qui essaie de résoudre les problèmes. Nous allons mettre en place un fonds de solidarité éducative, FSE, et nous allons suivre. Mais nous n'allons pas imposer à tout le monde de participer. Nous allons sensibiliser, faire comprendre que maintenant, notre gouvernement a atteint ses limites. Les bailleurs de fonds surveillent. Les critères de convergence sont là. Il nous faut quand même éduquer nos enfants. Va de la viabilité de cette société, il faut faire un effort et essayer maintenant de faire le nécessaire. Est-ce que les populations n'ont pas trop ou assez fait depuis quelque temps? Parce qu'aussi on a vu que de plus en plus on est en train de privatiser l'éducation, notamment l'enseignement supérieur avec des réformes. Si on doit encore prélever 1%, est-ce qu'on n'en dit pas trop? C'est ça le problème. Les inégalités se creusent. Ceux qui ont des moyens maintenant payent pour leurs enfants, soit à l'intérieur dans le secteur privé ou bien même à l'université. Ça coûte cher, hein. Je vous dis, à l'UGB, 20% des dépenses
proviennent des ménages, pas de l'État. 20%, c'est-à-dire vraiment 1/5 pratiquement, du budget de l'UGB provient des ménages. C'est ce qu'on appelle les ressources additionnelles. On ne le dit pas assez. Et certainement, c'est le cas de l'UCAD. Donc, les ménages font un effort. Maintenant, on doit distribuer cet effort. Pas seulement les ménages qui ont des moyens de payer pour leurs enfants, mais tous les salariés doivent participer. On peut avoir une cagnotte qui nous permet au moins de satisfaire tout le monde, d'avoir une éducation publique de qualité, comme les autres types d'éducation. Mais il faut mettre les moyens. Et ça existe. Il y a des contributions quand même, citoyennes ailleurs. On le fait ici. On a demandé une femme un gramme d'or, on l'a fait ici. On demande tout le temps des télétons et ainsi de suite. Nous, on ne demande pas ça. On dit, on ne va pas faire des médiatons, des télétons. Non, on dit aux Sénégalais, c'est très sérieux. L'école est en danger. Notre gouvernement dit qu'ils ont atteint les limites. Or, nous sommes à 82% des gens qui n'ont pas dépassé le niveau primaire. Donc, il faut rapidement résoudre le problème. Sinon, on va être laissé en rade. Il faut rappeler, Ousmane, ce qui fait le Sénégal, c'est son école, c'est son université. Depuis le XVIe siècle, le leadership scientifique est au Sénégal. C'était d'abord Fouta, puis le Senghor, puis l'université de Dakar. Nous avions le leadership scientifique au niveau de la région. Tous les érudits provenaient d'ici. C'était l'école sénégalaise, en ce qui concerne les sciences islamiques, puis les sciences modernes. Maintenant, malheureusement, nous sommes un peu en recul par rapport aux autres. Les gens nous devancent. Ghana fait plus que 6% du PIB pour le développement de son école. Et vous demandez seulement 10% parce que le Brésil l'a fait. Parce qu'on est en retard. D'autres pays le font. En retard avec un développement quand même démographique qui est là, 2,7%. Les réformes proposées par le gouvernement n'allaient pas dans ce sens. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Ce sont des réformes cosmétiques. Ce n'est pas ça. Ce que nous voulons, c'est hisser le niveau d'instruction de la population à un niveau comparable aux autres, aux pays de l'OCDE, qui ont maintenant dépassé l'éducation universelle. Ils parlent de 50% de la population de licenciés, Bac plus 3. Nous, on est à 3% de diplômés du supérieur. Ousmane, voyez le gap. Ils prônent aussi l'éducation scientifique pour développer le pays dans ce sens. Partout. Je vous dis, Ousmane, nos autorités raisonnent en termes de budget. Mais ailleurs, les gens empruntent de l'argent dans le marché pour financer la recherche. Ici, ils disent que notre budget, on a atteint le but. Non, les gens empruntent de l'argent du marché pour financer le secteur éducatif. Donc, il faut beaucoup d'imagination. On ne gère pas le système, surtout quand on est en retard, dans le budget. Non, il faut aller au-delà du budget pour trouver des moyens et de rééquilibrer. Il faut aligner l'offre à la demande. La demande est de plus en plus forte. Non seulement de quantité, mais de qualité aussi. De qualité également. Parce que là, on propose 2 universités, mais il faudra aussi changer le paradigme. On ne les aura pas en 2016, c'est sûr. On ne l'aura pas. Et puis aussi l'enseignement toujours général, est-ce que ce n'est pas le moment de rendre les étudiants opérationnels? Tout est lié. Quand on parle de croissance et de développement, c'est l'enseignement de qualité. Ce n'est pas vraiment la scolarisation universelle. Non, c'est l'éducation. C'est différent. Scolariser tout le monde, ça ne sert à rien, mais éduquer tout le monde, avoir une bonne éducation, ça c'est plus que le développement économique, mais le développement social. Il y va des deux développements. Et nous, ce qui nous préoccupe, c'est le développement social d'abord, qui va entraîner le développement économique. Si sur le plan social, on ne se développe pas, ça va être très difficile de parler de développement économique. On ne peut pas tirer la croissance comme ça facilement. Et or, 1% d'investis dans le secteur éducatif, on l'a vu, dépasse presque 3% de croissance économique. Nous ne parlons pas des retombées sociales. Et les ressources humaines existent pourtant pour changer complètement l'école aujourd'hui. Est-ce que là, ça veut dire qu'il y a des acteurs qui ne sont pas impliqués ou invités à la table? Ousmane, disons le problème. Le départ était bon. Nous étions dans un bon élan. On a dit, le pôle scientifique était ici. Le leadership scientifique était en Afrique de l'Ouest, était au Sénégal. Mais on a perdu la vitesse à un moment donné. À cause de la politique? Non, c'est depuis le plan d'ajustement. On fait tout. On ne recrute plus. On ne construit plus. Maintenant, on recommence en disant qu'on ne va pas recruter des enseignants. C'est grave, on revient encore. Oh, on est en retard. Sur le plan, par exemple, du supérieur, on est en retard parce que les gens ont misé sur l'élémentaire. Donc, pour faire quoi? Pour former des boulangers? Non. Il faut être ambitieux. Il ne suffit pas d'instruire. Les gens disent là-bas, 80% de génération au niveau du bac. Nous sommes à moins de 80%, même niveau élémentaire. C'est grave ici. Il faut quand même mesurer l'enjeu. Là, donc, nous remercions le groupe Adjordo et nous vous remercions également Mamadou Missal. Vous, le coordinateur, donc, vous avez mené cette réflexion pour sortir l'école de l'ornière, puisque c'est une crise qui perdure aujourd'hui et c'est une crise structurelle. Donc, il ne faut pas se limiter à des solutions conjoncturelles. Nous aurons le temps d'y revenir tout à l'heure en Wolof. En attendant, nous allons voir ce qui se passe dans la presse ce matin, avec notamment l'appel à la concertation du chef de l'État. Pourquoi Macky peine à dialoguer
Avec l'opposition, les journaux reviennent ce matin sur cette question avec des acteurs différents et leurs réponses dans les colonnes de nos quotidiens. Je vous accompagne dans le commentaire. Bonjour, appel à la concertation du chef de l'État. Pourquoi Macky peine à dialoguer avec l'opposition? Walf Quotidien voit la confiance rompue depuis des années et place maintenant à la suspicion et au rancœur. Le Parti Socialiste et la LD disent niet à un dialogue avec un seul. Les mises en garde de Idrissa Seck dans le journal. La société civile prête à faire de la facilitation. Walf Quotidien liste les obstacles aux retrouvailles et nous dit ce qu'en pense la classe politique sénégalaise. Parfum de deal fait sentir la tribune. Macky s'empresse à dialoguer. Wade acquiesce, Idi manœuvre, résume la tribune qui se demande si Ignace et Tanor ne seront pas sacrifiés. Maître Madické Niang, l'éminence bleue de Wade au cœur du dialogue et à la une du journal Zoom Info, où Nandité nous demande combien de fois des griots émérites et des religieux ont-ils aidé à désamorcer des bombes politiques quand le consensus fait défaut entre les acteurs. Cela montre que la démocratie n'est pas chez nous un simple concept importé de Grèce ou de Rome. Les mécanismes du dialogue social ont toujours prévalu en Afrique, conclut Zoom Info. Pour la défection dans les rangs de l'opposition, Direct Info donne la vérité des faits. Gaston, Abdoulaye Sow, Khafor et avec la grande interrogation devant Mamadou Lamine Keïta, Direct Info rapporte toutes ces informations. Un tremblement de terre guette l'opposition, avertit le journal qui parle de révolution silencieuse chez le Premier ministre et Daoutio, le billettiste du journal, d'ajouter alors qu'à un an des législatives, c'est le temps des manœuvres, des positionnements et des ralliements. Sur ce registre précis, le Premier ministre active des leviers pour enrôler des ténors de l'opposition. Discrètement, Mohamed Boun Abdallah Dionne, conclut alors le billettiste, conduit sa révolution silencieuse pour renforcer le maquis. Les partis sont ouverts, note encore Daoutio dans Direct Info. Dans l'Observateur, Diouf se mouille, titre le journal, avec ce dialogue politique, référendum transgambienne. Et là, Diouf parle dans le journal. Ce qui manque au président, il le sait, il le dit. Les Sénégalais doivent prier pour que les relations entre Wade et Macky soient apaisées, déclare l'ancien international à la une du journal L'Observateur qui rapporte ce que Djamé lui a dit de Macky. Quant à Serigne Mbacké Ndiaye dans le populaire, il est entre confession et déballage, retient le journal. Relation entre Macky et les Wade, dialogue politique, le PDS. Serigne Mbacké Ndiaye parle de tout dans le populaire. Ce que Wade, Karim et Macky m'ont dit, lui, il l'a dit au populaire. Les maîtres du jeu sont sales et Wade, en croire Serigne Mbacké Ndiaye. Fada en phase avec Macky, en croire le journal Enquête par rapport aux retrouvailles de la famille libérale. Yoff exhorte le président à dialoguer, rapporte encore Enquête. Dialogue, Diagne Fada lance le LDR, rapporte encore Grand Place. Après avoir quitté le Parti démocratique sénégalais, Karim n'est plus notre candidat, déclare-t-il, avec la réponse des karimistes. C'est un processus de trahison. Ancien militant de la réforme du PDS, en créant son parti, Fada tombe dans son piège, fait regarder encore regard au quotidien. Dans l'As quotidien, révélation de Robert Sagna, le MFDC recrute toujours, rapporte l'As qui parle de révélation. L'ex-maire de Ziguinchor et président du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, Robert Sagna, a fait une grosse révélation samedi dernier lors de la journée de paix organisée par le personnel de Ziguinchor, et c'est pour recommander au président Macky Sall de profiter de cette accalmie pour entreprendre des négociations avec les différentes factions du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, qui est en train de recruter à toujours, déclare Robert Sagna, repris dans les colonnes de l'As quotidien. Dans Sud Quotidien, même information, le coordinateur du GRPC, ex-maire de Ziguinchor, parle « Une rébellion n'a pas d'avenir si certaines conditions ne sont pas remplies » et Sud Quotidien liste les conditions rapportées par Robert Sagna. Sénégal-Gambie, médiation du président guinéen, Macky Dignet à Condé, titre le quotidien. Dans l'autre actualité, Le Soleil parle de la célébration du 136e appel. Macky Sall, l'Imamoulaye s'adresse au monde entier, rapporte le quotidien national. La démarche équilibrée du chef de l'État magnifiée. Le calife invite les jeunes à s'instruire, note encore Le Soleil. Dans les sports, Stade, le quotidien du sport, France, 2 ans après Diafra Sakho, Famara Diédhiou, meilleur joueur de L2, rapporte le quotidien. Ce trophée, je le voulais en présence de mon père.
semble regretter le lion qui rugit à la une du journal Stade. Dans Sunu Lamb, la lutte chez elle à la une du quotidien. Sidi Diagne tire le reliquat de Zoss Guigui, entre autres. Pour 5 millions, on ne peut pas venir frapper à ma porte. On ne leur doit que 30 millions de francs CFA. J'ai perdu plus de 15 millions pour le transport en Gambie. Ils seront payés la semaine prochaine. Une dette, c'est une dette. On est tenu de payer. Bonne lecture à tous.